Bonjour Sylvie Goulard. Bonjour. Bon, je vous pose quand même la question. Si jamais une femme devait être Premier ministre, faudra-t-il dire selon vous Première ministre, Madame la Première ministre, Madame le Premier Cette ministre? semaine, on dit Monsieur le Président de la République parce que pour l'instant, la question ne se pose pas. Même sur la question sémantique, vous ne voulez pas répondre. Bon, Non, je ne répondrai pas. est-ce que tout le monde se met en marche aujourd'hui? Vous avez l'impression? Comment vous réagissez à cette situation qu'on vient de décrire? Je crois que l'effet de l'élection d'Emmanuel Macron est important parce que le système antérieur a largement failli. Et que donc on est dans ce que Schumpeter appellerait la destruction créatrice. C'est-à-dire quand il y a des forces nouvelles qui naissent, évidemment, il y a le monde ancien qui est amené à disparaître. On a quelques jours aussi pour voir comment tout ça se réorganise. Personnellement, je suis très frappée que depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé du fond. Ah bon? On parle de qui fait quoi, qui va avec qui, mais peut-être que parmi les auditeurs, il y en a qui aimeraient savoir pour faire quelle politique, ça serait une bonne chose. Peut-être aussi que certaines stratégies ont échoué lamentablement, non pas parce que la cousine, la nièce, la tante s'entendent plus, mais parce que le programme est un déni de réalité, parce que en fait, on ne propose pas aux Français des solutions qu'ils considèrent acceptables, des solutions qui sont adaptées pour le monde d'aujourd'hui. Donc je crois encore une fois, moi je ne m'occupe pas de la recomposition. D'ailleurs, je tiens juste à préciser qu'à En Marche, on a fixé des critères il y a longtemps, que ces critères ont été appliqués à tout le monde, que les personnes se sont portées candidates avec une procédure par Internet consistant à envoyer un CV qui a été examiné par cette commission indépendante et que donc il ne faut peut-être pas faire le reproche qu'on applique finalement les règles qu'on s'était fixées. Voilà, c'est donc l'heure de l'abécédaire du mercredi avec aujourd'hui Sylvie Goulard et nous ouvrons cet abécédaire à la lettre G comme gouvernance. Antoine Marette. Bonjour Sylvie Goulard. Bonjour. Gouvernance d'Emmanuel Macron, il y a un paradoxe apparent entre les idées d'Emmanuel Macron, qui est à la recherche du consensus entre la droite et la gauche, un homme europhile également, le Parlement européen dans lequel il n'y a pas de majorité préétablie, et puis sa pratique du pouvoir, un homme qui met en scène la solitude du pouvoir, une vision monarchique de la présidence. Comment expliquer ce paradoxe apparent ? Je crois que d'abord, il faut bien voir que, par exemple, Emmanuel Macron n'a pas été élu au Parlement européen dimanche dernier. Il a été élu président de la République française dans le cadre de la Constitution française, qui est une constitution, effectivement, où les citoyens choisissent directement leur président et où le président a un rôle, finalement, en lien évidemment avec un gouvernement, un Premier ministre responsable devant le Parlement, mais lui-même a une fonction tout à fait particulière, peut-être héritée de la tradition monarchique, effectivement. Je crois qu'on est dans une phase, et je n'ai pas du tout la réponse, je dis ça très modestement, dans laquelle nous observons que sous l'effet notamment de la technologie, sous l'effet de l'élévation du niveau d'éducation, le rapport d'autorité est en train de changer dans nos sociétés. C'est vrai pour les familles, c'est vrai pour les syndicats, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États. Et on voit bien cette tension entre la demande d'être rassuré par des figures exerçant une certaine autorité et dans le même temps une volonté de participation, de réseau, je dirais d'horizontalité. Et on est peut-être dans une phase de décantation sur ces sujets-là, où les gens ont envie de participer, d'être entendus, d'être là, et dans le même temps, pour certains, aiment bien cette figure, voir la figure d'ailleurs du président et de son épouse. Là aussi, on observe des évolutions qui sont assez intéressantes. Et ce goût du secret qu'on constate chez Emmanuel Macron, notamment dans le choix du Premier ministre, ça participe à ce mode de gouvernance ? C'est amusant que vous tiriez des lois générales du fait que quelqu'un qui a été élu finalement... Oui, non, mais je vous réponds. Emmanuel Macron a été élu dimanche soir, on est mercredi. Sa démarche a consisté à s'affranchir du système antérieur des partis. Ça a été très bien rappelé dans cette émission avec les conséquences que l'on voit. Qu'ils prennent quelques jours pour réfléchir dans la mesure où de toute façon, encore une fois, la Constitution, qui est le cadre dans lequel se déroule la vie politique, n'invite pas le président à donner tout de suite le nom de son Premier ministre. C'est pas du secret, il n'est même pas président investi. On a entendu tout à l'heure François Hollande, il est encore à l'Élysée. Prendre quelques jours pour réfléchir, ça signifie qu'il n'a pas encore pris sa décision ? Mais je n'en sais rien, il faudrait lui demander. Mais il est le maître des horloges, il décide quand il va révéler ce nom. Lundi, il a dit. Lundi ? Oui, ça peut être une qualité Moi, écoutez, je trouve qu'on vit dans une société où tout va extrêmement vite, que pour certaines décisions fondamentales pour l'avenir du pays, le président de la République se donne le temps et reste, comme vous le dites, le maître des horloges. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas dicter le moment où il a quelque chose à annoncer. Ça me paraît de bon augure pour la suite. Et en quoi le choix du Premier ministre sera déterminant ? Ce sera un signal envoyé pour
les législatives ? C'est marrant parce que vous repartez toujours sur le côté politicien, signal pour les législatives. Je crois qu'il y a une autre chose. Nous avons un système dans lequel les Français élisent directement le président de la République, mais d'un autre côté, si vous lisez la Constitution, c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation et qui est responsable devant le Parlement. Lieu de vie de la démocratie, du débat public au Parlement. Moi, je suis parlementaire européenne, je vois aussi comment travaillent les collègues du Parlement national. C'est le lieu où les lois sont discutées, où il y a des amendements, où on vient en public. C'est une dimension importante de la démocratie. Donc, je ne crois pas que le choix d'un Premier ministre doive se faire uniquement en fonction de considérations partisanes. Il y a aussi la question de savoir qui sera amené à incarner la politique et à en être responsable, encore une fois, devant la représentation nationale. Hier encore, à l'occasion du 9 mai, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait refonder l'Europe. Alors sur cette question, on n'y voit pas forcément très clair sur quel pourrait être le mouvement qui serait mis précisément dans la construction européenne. Le changement, je crois que vous êtes bien placé peut-être pour nous dire comment les choses pourraient là aussi évoluer. Alors, encore une fois, moi je n'ai aucune raison de parler pour l'avenir, n'étant pas en charge de quoi, enfin n'étant pour l'instant en charge de rien en tout cas, mais je peux vous rappeler un peu le processus. Comment Emmanuel Macron est arrivé à la présidence de la République? Il a eu le courage, et je crois qu'on peut vraiment dire le courage, et en tout cas on nous traitait suffisamment de fous il y a quelque temps pour que je l'exprime ainsi, d'avoir une position pro-européenne. Et je peux prendre 2-3 exemples concrets. Il a indiqué qu'il considérait qu'il était normal que la France respecte ses engagements en matière économique et budgétaire dans l'intérêt des Français, c'est-à-dire pour réduire une dépense publique qui est probablement excessive et qui aboutit à la création d'une dette qui pèse sur les épaules de nos enfants. Deuxièmement, il a également dit que la France devrait prendre une part plus importante à l'avenir dans une politique commune, décidée bien évidemment en commun et rénovée, d'accueil notamment de réfugiés que nous devons accueillir au titre de conventions internationales que nous avons passées. Il a également, entre guillemets, pris le risque, si j'ose dire, parce que ça me paraît important, de dire que nous pouvons faire un accord avec un pays comme le Canada en matière commerciale, dans lequel, par exemple, nos entreprises récupèrent l'accès à des marchés canadiens, dans lequel nos indications géographiques sont en grande partie, peut-être pas suffisamment pour certains, mais protégés dans les marchés canadiens, tout en disant qu'il faudra des garde-fous. Excusez-moi, mais là, on est dans des situations un petit peu, j'allais dire, locales. Est-ce qu'il y a une vision d'ensemble? Et notamment, est-ce que la perspective, c'est l'Europe fédérale qui est de toute façon ouverte? Je vous pose la question directement au sens des grandes directions. Je crois franchement que vous sous-estimez ce que signifie le fait, par rapport à ce qui s'est pratiqué en France depuis une vingtaine d'années, tout gouvernement confondu. Le fait de dire que nous souhaitons respecter les engagements qui sont la condition de la perpétuation de l'euro. C'est une question fondamentale de dire si à terme nous voulons rester dans l'euro ou si dans le fond nous empochons les bénéfices mais sans assumer les contraintes. Donc pour moi ça fait partie de la vision. Emmanuel Macron a dit également qu'il souhaitait que la souveraineté s'exerçât au niveau européen en matière commerciale. C'est aussi un choix dans la mondialisation de dire on va être beaucoup plus offensif. Ça a été au cœur de beaucoup de discussions. C'est très concret pour les gens, je crois ça. Troisièmement, il a également, notamment lorsqu'il a fait un discours à l'université Humboldt à Berlin au mois de janvier, mis l'accent sur les questions de sécurité au sens large, c'est-à-dire à la fois défense et sécurité, puis contrôle des frontières, gestion de l'arrivée de flux migratoires éventuels à l'avenir. Vous savez, quand vous mettez tout ça bout à bout, je pense que c'est la vraie manière de bâtir une vision, c'est-à-dire en donnant aux citoyens des points d'accroche, en leur expliquant pourquoi on est prêt, le cas échéant, à franchir des étapes. Et de toute façon, pour l'instant, nous travaillons à traité constant. Nous ne lançons pas un grand chantier institutionnel. Donc je crois qu'il ne faut pas effrayer les gens, il faut leur donner la chance de se réapproprier l'Europe en matière économique, de sécurité, de positionnement dans le monde. Tout ça mis ensemble fera une vision, surtout lorsqu'on en aura un peu parlé avec nos partenaires, parce que notre différence par rapport à d'autres, c'est que nous ne prétendrons pas imposer aux autres notre vision. Nous sommes dans un jeu collectif que nous assumons. Et on y verra plus clair, effectivement, après que sera désigné le prochain Premier ministre. Merci beaucoup. La Première ministre. Merci beaucoup. Sylvie Goulard.